Au fin fond de notre système solaire, bien au-delà de l'orbite de Neptune, des mondes anciens demeurent cachés dans l'obscurité. Pluton, que l'on croyait jadis simple bloc gelé sans relief, s'est révélé peuplé de volcans de glace gigantesques et d'un ciel qui s'efface lentement. Non loin de là, on trouve un corps plus petit nommé Orychote, relique rougeâtre à la forme d'un bonhomme de neige aplati qui recèle des indices sur les origines des planètes. Quel mystère se dissimule sous la croûte glacée de Pluton? Par quelle magie cosmique cette étrange silhouette s'est-elle façonnée? Et l'océan secret de Pluton pourrait-il abriter la vie? Aujourd'hui, nous partons à la découverte des révélations les plus récentes sur Pluton et Orychote, deux énigmes perdues aux confins du système solaire. Qu'appelle-t-on l'engin spatial de Pluton? Lorsque la sonde New Horizons de la NASA frôla Pluton en juillet 2015, elle bouleversa tout ce que l'on croyait savoir sur cette planète naine lointaine. Au lieu d'un astre froid et inerte, Pluton s'est dévoilé sous les traits d'un monde étonnamment jeune et complexe. L'une des trouvailles les plus remarquables fut un vaste réseau de volcans de glace, appelé cryovolcans, totalement inédit ailleurs dans notre système solaire. Quelques années plus tard, en mars 2022, une analyse plus poussée des données révéla qu'au sud-ouest, à la lisière de la région claire en forme de cœur, s'élèvent d'immenses montagnes en dôme à la surface bosselée. L'un de ces sommets, Wright Mons, culmine à près de 5 km de hauteur et s'étend sur 145 km de large, rivalisant en volume avec le volcan Mauna Loa à Hawaï. Tout près, Picard Mons s'impose comme un autre dôme colossal. Ces volcans ne crachent pas de lave en fusion, mais expulsent des bouts d'eau, de glace, de méthane et d'autres composés volatiles semblables à un glacier à demi figé. Ce qui fascine le plus dans les cryovolcans de Pluton, c'est leur jeunesse apparente. La région alentour montre à peine quelques cratères d'impact, ce qui suggère que ces formations datent d'une époque géologique toute récente. Elles pourraient n'avoir que quelques centaines de millions d'années, voire moins, soit un clin d'œil à l'échelle cosmique. Pour certains chercheurs, la zone pourrait même rester active aujourd'hui, se métamorphosant lentement à mesure que sa lave glacée s'échappe de l'intérieur de la planète. Ce dynamisme récent intrigue. Pluton est petit, à peine les 2/3 du diamètre de notre Lune, et situé très loin du Soleil, donc on pourrait penser que sa chaleur interne s'est dissipée depuis longtemps. Pourtant, l'existence de ces vastes volcans de glace montre que la planète conserve assez d'énergie pour alimenter des processus géologiques tardifs. Cette découverte contraint les scientifiques à revoir leur compréhension du fonctionnement des planètes naines et pose une question captivante. Quelle source de chaleur anime encore les entrailles de Pluton? Certains avancent que le noyau rocheux de Pluton libérerait de la chaleur grâce à la désintégration d'éléments radioactifs. D'autres évoquent la présence possible d'antigels naturels, comme l'ammoniac, qui abaisse le point de congélation de l'eau, la maintenant liquide et tiède dans les profondeurs. Quelle que soit l'origine de cette énergie, les volcans de glace de Pluton constituent la preuve glacée que ce monde lointain n'est pas aussi mort qu'on le croyait. Lors du survol, New Horizons a aussi observé d'immenses fissures et dépressions à la surface, des indices tectoniques trahissant des bouleversements internes. Il semble que la croûte d'eau gelée de Pluton ait été étirée et fracturée par des forces venues d'en bas. Les scientifiques interprètent ces failles majeures comme la marque d'un océan souterrain en train de geler lentement. Aussi étrange que cela paraisse, Pluton pourrait abriter un océan liquide, enfoui à plusieurs dizaines ou même centaines de kilomètres sous sa surface gelée. Lorsque l'eau se change en glace, elle gonfle, à l'image d'une bouteille d'eau éclatant dans le congélateur. La congélation progressive d'un océan caché peut pousser la surface vers l'extérieur, fissurant la croûte. Les images montrent d'ailleurs que la croûte de Pluton s'est effectivement étirée et brisée au fil du temps. Cependant, rien n'indique que cet océan souterrain est totalement gelé. Si cela s'était produit, l'eau aurait formé sous la pression une glace dense, appelée glace 2, qui occupe moins de place. Un tel phénomène aurait inévitablement laissé des marques révélatrices d'une contraction mondiale, comme des régions de la croûte terrestre s'affaissant vers l'intérieur. Pourtant, la sonde New Horizons n'a relevé aucune trace de cette compression. L'absence totale d'indices de ce type d'activité amène le docteur Alan Stern, chercheur principal de la mission New Horizons, à supposer que de l'eau liquide subsisterait encore sous la croûte de Pluton.
Mais comment un océan liquide pourrait-il perdurer au cœur de cette planète naine si éloignée, alors que la température de surface avoisine -382 °F? Les spécialistes avancent que le noyau et le manteau de Pluton auraient gardé une partie de la chaleur issue de sa formation, et que l'isolation jouerait un rôle essentiel. Selon une étude récente, une couche d'hydrate de gaz, c'est-à-dire de la glace mêlée à des gaz comme le méthane, tapisserait la base de la coquille glacée de Pluton, agissant telle une couverture isolante. Ces glaces riches en méthane, appelées clatrates, possèdent une conductivité thermique extrêmement faible, ce qui ralentit la perte de chaleur et empêche l'océan caché de geler. De plus, la présence d'ammoniac dans l'eau de Pluton joue le rôle d'antigel, maintenant la saumure à l'état liquide malgré des températures très basses. Tout cela suggère que Pluton serait un monde océanique, même si son océan demeure prisonnier sous une épaisse croûte de glace. Ce concept place Pluton dans la même catégorie que Europe, Encelade et d'autres lunes renfermant des océans, à la différence près que l'océan de Pluton existe sans l'influence gravitationnelle d'une planète géante à proximité. Des recherches publiées en 2020 proposent même que Pluton se soit formé de manière chaude. De violents impacts auraient pu fournir assez d'énergie pour faire fondre la glace interne et créer un océan liquide dès le tout début. Si cela s'avère exact, Pluton abriterait un océan depuis plus de 4 milliards d'années. Une révélation fascinante qui suggère que cette planète naine lointaine serait bien plus dynamique et possiblement plus propice à la vie que ce que l'on croyait. Pendant ce temps, juste au-dessus de la surface, s'éteint un mince voile atmosphérique, une brume bleutée vaporeuse faite d'azote mêlée à des traces de méthane. Cette atmosphère discrète et éphémère fut une surprise supplémentaire révélée par New Horizons, qui photographia l'auréole de brume bleue éclairée lors des levées et couchers de soleil sur Pluton. Durant un certain temps, l'air de Pluton s'est densifié. Lorsque la planète naine s'est approchée au plus près du Soleil aux alentours de 1989, ces gaz gelés se sont réchauffés et sublimés, augmentant ainsi la pression atmosphérique. Des observations terrestres ont montré qu'entre 1988 et 2016, la pression atmosphérique sur Pluton a presque triplé à mesure que davantage d'azote s'accumulait dans le ciel. Mais désormais, Pluton s'éloigne du Soleil sur son orbite de 248 ans et la tendance s'est inversée. En 2019, des astronomes observant une occultation stellaire, le passage de la planète devant une étoile lointaine, ont effectué une mesure frappante. La pression atmosphérique de Pluton avait chuté de plus de 20% depuis 2016. Une autre analyse d'occultation, réalisée en 2018, a confirmé que l'atmosphère est bel et bien en train de s'amincir. L'azote gazeux de Pluton commence à geler et retomber sur le sol sous forme de givre. Si les modèles actuels sont corrects, cela marquerait le début de l'effondrement atmosphérique de Pluton. Le docteur Andrew Cole et ses collègues, qui suivent les saisons de la planète grâce aux occultations stellaires, prédisent que d'ici les années 2030, l'atmosphère de Pluton pourrait presque entièrement se condenser en glace de surface. Pendant le long hiver glacial, surtout après 2030 lorsque l'hémisphère nord sera plongé dans l'obscurité, les températures baisseront à tel point que le gaz restant se déposera sur le sol en épais dépôts de glace d'azote et de méthane. Durant plusieurs décennies, la planète pourrait se transformer en une boule glacée dépourvue d'air, son ciel ne montrant qu'éphémèrement quelques traces de vapeur près des régions ensoleillées. Ce cycle n'est pas un destin irréversible. Plus tard, lorsque le pôle sud se tournera vers le Soleil, dans plusieurs siècles, l'atmosphère devrait se regonfler à nouveau, la glace se sublimant une fois de plus. Mais pour l'instant, nous assistons à un événement rarissime, la contraction, voire l'effondrement temporaire, de l'atmosphère d'une planète en temps réel. À mesure que la pression atmosphérique baisse, les superbes strates de brume bleue aperçues par New Horizons finiront par s'évanouir. De façon étonnante, la luminosité globale de Pluton pourrait même s'accroître légèrement à mesure qu'une plus grande partie de sa surface se couvre de givre frais et réfléchissant. Ce qui frappe aussi, c'est qu'en 2015, lors de son survol de la région équatoriale de Pluton, la sonde New Horizons a découvert quelque chose de totalement inattendu. Des dunes, oui, des dunes rappelant celles sculptées par le vent sur notre planète. Elles se situent à la frontière entre la vaste plaine glacée de Pluton et ses montagnes voisines. Ces formations ont été confirmées par une étude menée en 2018 par le docteur Matt Telfer. Les crêtes ressemblant à des dunes apparaissent dans une zone large d'environ 46 miles à l'ouest de Sputnik Planitia.
Cette immense plaine de glace d'azote en forme de cœur, là précisément où la plaine rejoint les montagnes d'eau glacée atteignant 3 miles de hauteur, appelées les monts Aladris. Elle dessine des lignes parallèles de relief surélevé qui rappellent visuellement les dunes de sable formées par le vent, à ceci près qu'ici, le sable est constitué de grains de méthane gelés. Mais comment des dunes pourraient-elles se former dans une atmosphère aussi ténue? La pression à la surface de Pluton n'est que d'1 pascal, soit environ 100 000 fois plus faible que celle de la Terre. Selon les convictions scientifiques répandues, une atmosphère aussi fine ne devrait pas pouvoir soulever ni déplacer de grains de sable. Et pourtant, Pluton en a trouvé le moyen. Durant la journée solaire de Pluton, la glaise d'azote solide de Sputnik Planitia peut directement se sublimer en gaz, libérant ainsi de l'énergie. En s'étendant et en montant, ce gaz d'azote parvient parfois à emporter de fines particules dans l'air. Le docteur Telfer et ses collègues ont démontré que si des grains de glace de méthane, ayant seulement quelques centaines de microns de diamètre, sont soulevés par ce processus de sublimation, les vents subtils de Pluton, pouvant atteindre environ 22 miles par heure, sont en réalité assez puissants pour transporter ces particules et les rassembler en dunes. Ces grains déplacés par le vent proviennent vraisemblablement des montagnes environnantes où persistent des calottes de méthane gelées, bien que quelques fragments de glace d'azote puissent aussi s'y mêler. Comme la surface de Sputnik Planitia reste jeune d'un point de vue géologique, sans cesse renouvelée par l'écoulement de glaciers d'azote, les dunes elles-mêmes sont sans doute récentes, probablement nées au cours des 500 000 dernières années. La découverte de dunes sur Pluton illustre à merveille le dynamisme insoupçonné de ce monde lointain. Une atmosphère ténue n'équivaut pas à l'inaction. Mars, qui possède elle aussi une atmosphère rare comparée à la Terre, présente des dunes de dioxyde de carbone. Même Titan, la lune de Saturne, arbore des dunes composées de sable d'hydrocarbures. Désormais, Pluton rejoint ce cercle, prouvant que les vents planétaires modèlent la surface jusque dans les conditions extrêmes de basse pression et de froid du Kuiper Belt. Après avoir quitté Pluton, New Horizons s'est dirigé vers une cible encore plus lointaine, 486 958 Arrakov, autrefois appelée Ultima Thule. Le 1er janvier 2019, la sonde a survolé ce minuscule monde à environ 4 milliards 100 millions de miles du Soleil, offrant à l'humanité la toute première vue rapprochée d'un objet primordial de la ceinture de Kuiper. New Horizons a découvert un objet évoquant un bonhomme de neige cosmique, avec 2 lobes irréguliers soudés ensemble. L'ensemble mesure environ 22 miles de long, le plus grand lobe atteignant 13 miles de diamètre et le plus petit 9 miles. Il s'agit d'un binaire de contact formé par la fusion de 2 corps distincts. Les images prises lors de la rencontre révèlent une surface étonnamment lisse, une couleur uniforme tirant sur le rouge et très peu de cratères. Sous bien des aspects, Arrakot semble être l'objet le plus intact et le plus ancien jamais visité, un véritable témoin du commencement du système solaire. Parmi les caractéristiques de surface les plus frappantes figurent de larges segments en forme de monticules qui couvrent la majeure partie du plus grand lobe. Une analyse récente d'images en haute résolution a révélé que ce lobe, surnommé Wennu, est recouvert d'une douzaine de grands monticules, chacun mesurant environ 3 miles de diamètre. Ces monticules présentent une ressemblance frappante en forme, taille, couleur et pouvoir réfléchissant. Arrakot ressemble presque à une framboise faite de petites sous-unités, comme le souligne le chercheur Will Grundy de l'équipe New Horizons. Le lobe plus petit, appelé Weiyo, pourrait lui aussi comporter quelques-uns de ces monticules. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce corps céleste est si bien conservé que nous pouvons directement les éléments constitutifs de son assemblage. Ces éléments évoquant une mosaïque laissent penser que la formation s'est déroulée selon un processus d'une extrême douceur. Les scientifiques avancent que les monticules se sont constitués localement à partir de fragments issus d'un même nuage initial de matière. Il ne s'agit donc pas de débris dispersés par des collisions violentes, mais plutôt de frères et sœurs qui ont grandi ensemble avant de s'unir paisiblement au fil du temps. De nombreux indices renforcent cette théorie, notamment la forme et la composition chimique d'Arrakot. Les 2 lobes sont soudés en un point de contact, et leurs axes polaires ainsi que les lignes équatoriales sont parfaitement alignés, ce qui suggère qu'ils ont jadis orbité l'un autour de l'autre en se rapprochant peu à peu. Les lobes eux-mêmes, aplatis et rappelant la forme de crêpe, semblent résulter d'une fusion lente à l'intérieur d'un disque de débris en rotation. Il est particulièrement frappant de constater que l'aspect et la couleur de la surface sont d'une homogénéité remarquable sur les 2 lobes.
Cette uniformité indique que le matériau à l'origine de ce corps provient très probablement d'une même région localisée au sein de la nébuleuse solaire primitive. Si Arrakos s'était constitué selon le modèle traditionnel d'accrétion hiérarchique, par collision aléatoire et accumulation de matière venant d'endroits divers, on observerait une bien plus grande hétérogénéité. Or, tout converge vers une origine différente, le modèle d'effondrement d'un nuage de particules. Selon ce scénario, un amas dense de grains solides au sein de la nébuleuse solaire originelle s'est effondré sous sa propre gravité pour former directement une planétésimale, sans passer par l'étape des chocs violents. Le docteur William McKinnon, co-auteur de l'étude, précise que les particules d'Arrakot se sont formées très près les unes des autres, à faible vitesse, évoluant mutuellement en une danse gravitationnelle complexe avant de fusionner. Tous les indices penchent ainsi en faveur du scénario d'effondrement d'un nuage de particules, rendant l'accrétion hiérarchique hautement improbable dans le cas d'Arrakot. Cette découverte apporte une pièce maîtresse à la résolution de l'énigme de longue date concernant la genèse des planétésimaux, les éléments de base des planètes. Fait intrigant, la teinte rougeâtre et sombre de la surface n'est pas une simple curiosité. Elle raconte une histoire chimique des débuts du système solaire. Les analyses spectrales de la sonde New Horizons ont révélé que la surface d'Arrakos est recouverte de glace de méthanol et de molécules organiques complexes, probablement des tholines. Nous y reviendrons dans un instant. De façon remarquable, aucune trace de glace d'eau n'a été détectée à la surface, ce qui surprend les chercheurs. La glace d'eau est largement répandue parmi les corps de la périphérie du système solaire. Même les minuscules comètes et les objets de la ceinture de Kuiper en montrent souvent. Son absence ici évoque deux possibilités. Soit l'eau se trouve enfouie sous une couche d'organique, soit les conditions de formation de cette planétésimale ont mené à une composition inhabituelle, pauvre en eau. Arrakot appartient ainsi à la classe des objets ultra-rouges. Son spectre de réflectance est d'un rouge extrême, conséquence d'une abondance de matériaux organiques en surface. Ce manteau rougeâtre serait particulièrement riche en tholines, ces macromolécules complexes issues de l'interaction entre les rayons cosmiques ou les ultraviolets et des composés simples tels que le méthane, l'ammoniac et l'azote. Les tholines ne sont pas vivantes, mais elles sont prébiotiques. Elles contiennent de nombreux éléments chimiques qui, dans certaines conditions, peuvent donner naissance à des acides aminés et d'autres ingrédients essentiels à la vie. La présence de glace de méthanol révèle un autre pan de l'histoire de ce corps céleste. Le méthanol peut se former par irradiation de l'eau et du monoxyde de carbone ou subsister en tant que glace primordiale. Il est moins volatile que des gaz comme le méthane ou l'azote. Les scientifiques estiment que des glaces plus volatiles, méthane, ammoniac, sulfure d'hydrogène, étaient peut-être présentes à la surface du jeune Arrakot. Mais la gravité, ici très faible, et le froid extrême ont permis à ces volatiles, au fil de milliards d'années, soit de s'échapper, soit de se transformer chimiquement. La détection de tholines riches en soufre indique que des composés comme le sulfure d'hydrogène étaient jadis présents et ont contribué à la chimie de surface. Lorsque ces gaz se sont dissipés ou polymérisés en solide, il ne restait qu'un dépôt, un givre organique rougeâtre et une pellicule de glace de méthanol, comme un vernis organique recouvrant la surface. L'absence quasi complète de glace d'eau à la surface suggère soit qu'elle repose enfouie sous ce manteau organique, soit que, dans la région d'Arrakot au sein de la nébuleuse solaire, le froid était si intense que la glace d'eau s'est agglomérée encore plus volumineux, tandis que ce planétésimal s'est principalement formé à partir de glace riche en carbone et de poussière. Quoi qu'il en soit, sa composition révèle que les matériaux bruts à l'origine des planètes étaient d'une grande diversité. L'observation détaillée de ces matières nous éclaire sur l'environnement chimique de l'extrémité du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Ce sont ces mêmes composés qui auraient pu atteindre la Terre grâce aux comètes et aux astéroïdes, contribuant peut-être à l'apparition des éléments essentiels à la vie. En somme, ce corps inanimé a préservé, dans une congélation profonde, la chimie organique des premiers temps du Soleil. Une alchimie primitive qui pourrait se révéler être le kit de départ de la recette du vivant. Par ailleurs, ces découvertes ont inévitablement soulevé une interrogation fascinante. Pourrait-il exister de la vie dans l'océan de Pluton ? Si Pluton a réussi à conserver une mer liquide pendant des milliards d'années, cela signifie qu'un environnement aquatique stable s'est maintenu, ce qui constitue l'essence même de toute forme de vie telle que nous la connaissons. Il est probable que l'océan contienne de l'ammoniac et des sels, substances qui jouent non seulement le rôle d'antigel, mais servent également de nutriments.
Quant au noyau de la planète naine, s'il génère des gradients thermiques et chimiques, il pourrait fournir des sources d'énergie comme des cheminées hydrothermales tapissant le fond océanique, semblables à celles découvertes sur les abysses terrestres. Certes, aucune preuve de vie n'a été détectée sur Pluton. La sonde New Horizons n'était pas équipée pour traquer des traces biologiques. Pourtant, le simple fait qu'une mer souterraine subsiste dans cette contrée glacée et privée de lumière solaire laisse penser que la planète pourrait s'avérer plus hospitalière qu'on ne l'imaginait. Selon un chercheur, sous la surface glacée de Pluton, toute éventuelle forme de vie serait protégée des radiations cosmiques nocives et à l'abri des variations extrêmes de température. Ces organismes hypothétiques seraient très probablement microbiens et chimio-autotrophes, puisant leur énergie dans des réactions chimiques entre roches et eau. Bien que cela demeure improbable, la question reste ouverte. Une vie microscopique a-t-elle vu le jour dans cet océan caché, ou pourrait-elle encore apparaître de nos jours ? Il est fort possible que nous n'en ayons la certitude qu'à l'issue d'une future expédition explorant directement ces eaux obscures et profondes. La mission New Horizons ne nous a offert que de brefs aperçus. Quelques journées de données sur Pluton, à peine quelques heures sur Arrakov. Pourtant, ces instants fugaces ont bouleversé notre compréhension du système solaire. Plusieurs années plus tard, les planétologues continuent d'analyser les précieuses informations recueillies et de faire de nouvelles découvertes. Cependant, de nombreux mystères subsistent ou commencent tout juste à se dévoiler. Pluton a-t-elle connu des éruptions volcaniques de glace récemment, et cette activité perdure-t-elle ? Comment évolue précisément le climat de la planète naine à mesure que son atmosphère se raréfie puis se reconstitue ? Cet océan souterrain est-il en contact direct avec le noyau rocheux ou bien isolé sous une croûte d'hydrate ? Quelle est l'épaisseur de la coquille de glace, et des poches liquides pourraient-elles se trouver plus près de la surface ? Tous les objets froids et classiques de la ceinture de Kuiper partagent-ils ces propriétés, ou Arrakot fait-il figure d'exception ? Pour répondre à ces énigmes, il faudra de nouvelles missions et des méthodes novatrices. L'enthousiasme grandit au sein de la communauté scientifique en faveur d'un retour vers Pluton. À titre d'exemple, la NASA a soutenu des études préliminaires sur un projet d'orbiteur. Non plus un simple survol, mais une mission qui resterait sur place pour étudier la planète et ses lunes durant de longues années. Ce concept prévoit qu'une sonde atteigne Pluton, s'insère en orbite, cartographie la planète naine avec une résolution élevée, observe les changements saisonniers de son atmosphère et, potentiellement, largue un atterrisseur ou un impacteur afin d'analyser de près la composition de sa surface. Puisque placer un engin en orbite nécessite une forte décélération, des techniques de propulsion avancées sont envisagées. Moteurs ioniques extrêmement efficaces alimentés par des générateurs nucléaires, voire des systèmes futuristes comme la propulsion thermonucléaire. Parmi les idées ingénieuses figure l'utilisation de la plus grande lune de Pluton, Charon, comme frein gravitationnel. Des chercheurs ont découvert qu'il serait possible pour l'orbiteur d'effectuer plusieurs manœuvres d'assistance gravitationnelle autour de Charon, ce qui lui permettrait de ralentir, voire de quitter l'orbite de Pluton en dépensant très peu de carburant. Cela ouvrirait la voie à une exploration approfondie du système plutonien, suivie d'un départ vers d'autres objets de la ceinture de Kuiper. D'après l'un des scénarios envisagés, un vaisseau resterait en orbite durant 2 années terrestres avant d'utiliser la gravité de Charon pour poursuivre sa route vers au moins un autre objet de la ceinture de Kuiper, possiblement un autre objet classique froid, et survolerait même une nouvelle planète naine. Si une telle aventure venait à se concrétiser, elle élargirait considérablement l'héritage laissé par New Horizons, transformant une mission de reconnaissance brève en une expédition de longue durée. Pendant ce temps, New Horizons lui-même n'a pas encore achevé son périple. La sonde poursuit sa traversée bien au-delà de la Terre, récoltant des données sur les conditions de la ceinture de Kuiper et de l'héliosphère, cette vaste bulle d'espace dominée par le vent solaire. Elle observe les planètes lointaines, mesure la poussière et les particules chargées, et continue de rechercher de nouvelles cibles pour d'éventuels survols. L'Agence spatiale américaine a prolongé la mission au moins jusqu'à la fin des années 2020, ce qui signifie que New Horizons continuera probablement à nous informer sur les conditions régnantes à la frontière de l'influence solaire, franchissant peut-être même la limite où débute l'espace interstellaire. Pluton et Arrakot ont déjà prouvé que l'ultime frontière de notre système solaire n'est pas un cimetière gelé et immobile, mais une région animée d'une géologie active, d'atmosphères en mutation et d'une histoire figée dans la glace. Et tandis que de nouvelles missions se préparent, nous patientons. Mais notre attente n'est pas vouée à de lointains songes.
c'est la prochaine découverte, déjà en germe, que nous espérons voir éclore.